Swamé Allah vient de subir le test de dépistage de l'hypertension artérielle. Ces chiffres l'inquiètent. C'est la première fois que je viens aujourd'hui, mais j'ai remarqué que ma tension est un peu trop, 19. Là, tu vois, le poids, il fait déjà 127, c'est quand même trop. J'étouffe d'abord, je respire mal, j'ai des palpitations de foie. Et ça m'effraie. Les craintes de Swamé Allah sont confirmées par le médecin-chef du CHR de Dimokro. Votre chiffre tensionnel est très élevé. On dit que vous êtes obèse. Et l'excès de poids, tout comme l'obésité, vous expose à des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et même le cancer. Vous gagnerez à perdre du poids. On va recontrôler encore la tension et puis on va voir le chiffre. Pour vous, ça nécessite dès maintenant qu'on fasse une prise en charge. Le patient est donc orienté vers les services d'urgence pour un examen approfondi. À l'issue de cet examen, les médecins décideront de la conduite à tenir. Pour ce genre de patient qui arrive, qui a une hypertension 19-10, un poids à 102, une taille à 1m73, l'indice de masse corporelle est très élevé. On regarde l'âge, 65 ans, on regarde les antécédents familiaux, on recherche un peu tous les facteurs de risque pour cette personne de faire les maladies cardiovasculaires. Si on calcule qu'on voit que le facteur est élevé, ce patient-là, on le met sous traitement anti-hypertenseur. Comme cet homme, beaucoup de personnes ignorent qu'elles sont malades. Il est important de venir régulièrement faire contrôler sa tension. Le premier chiffre qui est la systolique ne doit pas atteindre 14. Et le deuxième chiffre qui est la diastolique, c'est-à-dire quand on dit 13, 9, il y a le 13 là. On ne doit pas atteindre 14, le deuxième chiffre ne doit pas atteindre 9. L'hypertension artérielle touche toutes les franges d'âge. Nul n'est à l'abri du tueur silencieux. Les données de l'OMS le confirment. Dans le monde entier, 63% des décès qui surviennent sont dus aux maladies chroniques non transmissibles telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers, les maladies respiratoires chroniques, les crises cardiaques et les AVC. Cela veut dire qu'en réalité, on meurt plus dans le monde de maladies chroniques que de maladies infectieuses. Il y a nécessité donc à accentuer la prévention. La journée mondiale de l'hypertension artérielle, célébrée officiellement le 14 mai à Dimokro et dans toutes les villes de la région sanitaire de Nzi-Yinfu, a été l'occasion pour le programme national de prévention des maladies non transmissibles de mener des séances de dépistage. Des conseils pratiques ont également été donnés pour aider les uns et les autres à avoir une meilleure hygiène de vie. Il est important de suivre les mesures diététiques, réduire le sel, manger moins salé, manger moins gras, manger moins de sucre. Et c'est de cette façon-là qu'on peut véritablement arriver à prévenir. Il faut consommer suffisamment de fruits et légumes. La consommation de crudités est également conseillée. Il faut limiter également la consommation d'alcool. Il faut éviter le tabac, absolument. Et donc celui qui consomme le tabac, son risque est encore plus élevé par rapport à la population moyenne. Et chaque jour, pendant au moins 30 minutes, il faut faire un sport tel que la marche accélérée ou le footing et répéter cela 5 jours par semaine. Et il y a une catégorie de la population qui consomme beaucoup les bonbons qui sont mentholés, mais en général qui contiennent la réglisse. C'est une substance qui est là-dedans et qui a comme pour effet d'influencer la tension artérielle. Chaque famille, intentiomètre, tous pour l'autosurveillance de la tension artérielle. C'est le thème de la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Le sang, un liquide précieux et indispensable pour l'organisme de tout être humain. Insuffisant dans les veines de l'homme, cela peut avoir des répercussions sur sa vie. D'où l'importance des opérations don de sang. Il est très important de donner son sang, puisque aujourd'hui, du domaine scientifique, médical, actuellement, les chercheurs n'ont pas encore trouvé un moyen de pouvoir transformer du sang pour donner ça à quelqu'un qui en a besoin. Les ONG doivent mettre dans leur programme d'activité des opérations pour donner le sang à chaque personne, aux enfants qui sont malades, couchés dans les hôpitaux. L'importance du don de sang, un geste de haute portée sociale que l'association des Jeunes Nouvelles Visions d'Abobo à Genova décide de mettre en exergue. Elle initie à cet effet une opération don de sang à l'hôpital général d'Abobo Sud. Objectif, sauver des vies humaines. C'est un exemple que nous avons voulu passer ce matin ici
à travers notre frère encore qui n'a pas encore compris que la violence ne paye pas. Mais un homme de bonne moralité, les jeunes aujourd'hui de bonne moralité qui sont là, qui cherchent le développement de la commune d'Abobo, qui cherchent à sauver des vies, c'est pour dire à nos frères qu'il y a des gens qui sont ici à Abobo qui ont cette mentalité-là. Occasion pour l'association des jeunes Nouvelles Visions d'Abobo d'offrir à l'hôpital général d'Abobo Sud des poubelles en vue de contribuer à l'assainissement de ce centre de santé. Nous allons en faire un bon usage par rapport à la propriété de l'hôpital et puis nous les encourageons aussi par rapport à la sensibilisation qu'ils vont faire au niveau de la population des jeunes. Pour les responsables de l'Ajinova, cet acte vise à amener la jeunesse d'Abobo à adopter un comportement responsable et digne, mais surtout à l'amener à tourner définitivement le dos à la violence et au banditisme. La traite négrière de l'Afrique à l'esclavage aux Antilles et en Guyane française. L'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, AAGCI, veut rendre hommage à toutes les victimes de ces faits historiques. Des journées mémoire sur la traite négrière ont ouvert leurs portes le 10 mai dernier à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Notre principal objectif est de rendre hommage à nos anciens, victimes de systèmes qui a permis de déporter en toute légalité des millions d'Africains vers ceux qui, à l'époque, étaient convenus d'appeler le Nouveau Monde. Il n'a jamais été simple d'évoquer cette époque ou ce système qui déshonore à jamais l'humanité. La ministre Raymonde Goudou Kofi, représentant son homologue de la culture et de la francophonie, a abondé dans le même sens. Des hommes et des femmes, dans la force de l'âge, ont été arrachés à leur terre d'Afrique. Ils ont été arrachés à eux-mêmes, ils ont été arrachés à leur statut d'êtres humains. Considérés comme de la marchandise, le pied dans les fers, ils ont été parqués dans les cales des négriers pour un voyage au long cours, le voyage du non-retour. L'histoire ne peut s'effacer au fil des années et nous avons le devoir de transmettre cette histoire à nos enfants. Présente à cette cérémonie, l'ambassadrice du Nigeria en Côte d'Ivoire, Ifeoma Akabougou. Son compatriote, l'artiste peintre Benny Bébé, a exposé ses œuvres relatant de la souffrance des victimes de la traite et de l'esclavage. Projections de films, conférences débats, buffets du marronnage et dîner gala meubleront et refermeront les portes de ces journées mémoire le 10 juin prochain. Et Souma Cédric, Dirisco Francesco, Lamine Moïra, Frakedine Carla Luna et bien d'autres au piano, Payan Ainaïs, Dirizo Lorenzo à la guitare, Giranoa au violon et Dirisco Karine à la flûte à bec. Nous sommes à la salle des fêtes du Centre culturel allemand dans la commune de Cocody. Ici se tient le concert 2015 de Viva la Musica. Une soixantaine d'enfants et d'adultes se succèdent sur le podium. Ils manipulent des instruments classiques et modernes. L'initiative est du groupe Viva la Musica, dirigé par des Ivoiriens et des Japonais. C'est à ces enfants-là de s'exprimer, de rencontrer d'autres enfants et de prouver leur propre talent au contact des autres parents, des autres enfants. En présence de la ministre de la Communication, Afoussiata Bamban Lamine, son époux et de nombreux parents, ces tout petits, des élèves pour la plupart, ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire d'artistes musiciens. Je suis content de jouer au piano. Je souhaite bonne chance à mes camarades aussi. Tous les enfants ont très bien joué, des morceaux très variés. Ce concert, un échange international de musique et de culture, est à sa 4e édition. L'harmonie retrouvée, thème retenu pour ce concert 2015 de Viva la Musica. Pour les enfants de Beacon Valley, un quartier du Cap en Afrique du Sud, aller à l'école le matin est un défi de tous les jours. Beaucoup de parents sont au chômage, certains sont impliqués dans les milieux du crime et de la drogue. Les enfants sont donc souvent laissés à eux-mêmes, mais un groupe de mamans essaye de remédier au problème. Beaucoup d'enfants ne vont pas en classe le matin. Parfois les pères ne vont pas au travail, les mères prennent des drogues et ils ne se lèvent pas le matin. C'est pour ça qu'on doit venir les réveiller.
En 15 ans, la méthamphétamine s'est répandue dans cette communauté. La tic, comme les habitants l'appellent, est facile à se procurer et crée de très fortes dépendances, qui ont des conséquences pour tous les proches des personnes accros. Nous avons conscience de ce qui se passe. Nous savons que notre communauté est brisée. La journée commence tôt pour l'équipe avec la cuisson du porridge pour environ 90 enfants. À 7 h, elle frappe aux portes pour réveiller les enfants du lit, les nourrir et s'assurer qu'ils soient en classe à 8 h. Elle récupère aussi des uniformes d'occasion, les raccommode et les distribue. Ils se font chahuter s'ils ne sentent pas bon ou si leurs vêtements sont... Vous savez que les autres vont les traiter différemment. Quelle que soit la situation à la maison, le minimum c'est de faire en sorte que les enfants soient aussi à l'aise que possible à l'école pour qu'ils se concentrent sur les cours et rien d'autre. Car c'est de ça qu'il s'agit, leur donner les meilleures chances possibles. D'après un rapport du Forum économique mondial, 70% des 15-34 ans sont au chômage en Afrique du Sud. Dans cette région, moins de la moitié des enfants qui ont commencé l'école en 2013 devraient finir leur scolarité. À Beacon Valley, ces femmes se sont données pour mission d'inverser la tendance. Un moment d'insouciance sous un abri de fortune. Jan Bacha et sa famille vivent dans un camp de déplacés internes près de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Ils ont dû abandonner leur maison fin 2014 lorsque l'armée a lancé une offensive pour déloger les talibans de la zone tribale de Khyber. Le gouvernement a commencé à tirer au mortier. Alors nous avons quitté notre village. Nous avons marché toute la nuit. Nous sommes partis les mains vides. Nos maisons ont été détruites, démolies par les avions et les tirs de mortier. Il ne reste plus rien là-bas. Au cours des dernières années, environ 2 millions de personnes ont été déplacées par des conflits dans les zones tribales, soit près de la moitié de la population là-bas. Ces anciens du Waziristan du Nord ont eux aussi dû fuir leur village. En juin dernier, l'armée a donné l'assaut dans leur région, devenue un refuge pour les djihadistes de tous bords. Depuis, moins de 300 familles ont pu retourner sur place. Nous voulons un retour immédiat des habitants chez eux. Nous réclamons que les abris soient construits pour ceux qui reviennent. Nous voulons que les autorités reconstruisent les écoles et les lycées et offrent une éducation de qualité aux élèves là-bas. Mais pour revenir, il faut coopérer. Les autorités ont mis en place un contrat social pour les habitants du Waziristan du Nord. Et ces derniers ne sont autorisés à rentrer qu'après l'avoir signé. En fait, on dirait que le contrat dit que tout ce qui s'est passé au cours des 8 ou 9 dernières années dans les zones tribales, et surtout au nord Waziristan, que tout est de la faute des tribus. Ils rejettent complètement la faute sur elles. Le document demande noir sur blanc aux chefs de tribus d'affirmer leur loyauté envers le Pakistan. En le signant, ils s'engagent à former des milices pour empêcher les talibans de revenir. Mais pour beaucoup qui ont défendu les frontières du pays depuis sa création en 1947, ce contrat est une insulte. Nous sommes pakistanais. S'ils ont des doutes à notre égard, qu'ils viennent donc inspecter nos domiciles. Nous sommes pakistanais et nous sommes loyaux envers notre pays. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent cette garantie? Nous sommes pakistanais, nous avons protégé le Pakistan et nous continuerons à faire de même à l'avenir. La phase des retours doit s'étaler sur au moins 2 ans. Mais avec les combats qui se poursuivent, l'avenir de centaines de milliers de déplacés reste incertain.